Les 10 ans des attaques terroristes de janvier 2015. Et je rappelle qu'il y a 10 ans, Plantu, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous aviez fait un dessin en hommage à Charlie Hebdo. Quand vous êtes entré dans ce studio il y a 2 secondes, je vous ai dit comment allez-vous ? Et vous m'avez dit moi je vais bien, mais c'est la démocratie qui va mal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que vous connaissez le sujet, parce que vous êtes aussi impliqué. Je suis accompagné de policiers. Et moi, d'abord, je les remercie. Et j'ai honte pour ma démocratie. Qu'un dessinateur, c'est quoi un dessinateur ? C'est un gars qui fait des petits crobards dans un journal ou ailleurs. Et quand je fais des dessins, je j'ai pas à me poser la question problème de sécurité, des trucs. Or, je rencontre des philosophes, des intellectuels, des professeurs dans des écoles qui sont eux-mêmes accompagnés par les policiers que moi j'avais il y a 15 jours ou 3 semaines. Je me dis, attendez, là il y a un truc qui va pas, et moi je suis fier de mon pays, et à la fois je me dis, qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement on se balade avec des policiers qui nous protègent, et finalement pas tellement de réaction, vous voyez ? Il avait qu'à pas dessiner. Mais pourquoi la démocratie ? C'est une réflexion que vous pouvez mener aussi sur la nature humaine. Alors oui, vous allez plus loin. Moi, je pense la démocratie, c'est quand je vais beaucoup dans les écoles, et quand je vois, des fois, il y a plein d'élèves qui lèvent le doigt, qui ont besoin d'échanger, qui disent des fois des bêtises, mais ça, c'est pas grave. Et c'est quand je vais, des fois, dans d'autres écoles où personne, parce qu'il y a un petit... Ils sont pas très contents d'avoir un dessinateur de presse des fois, et les doigts ne se lèvent pas. Et donc il y a une partie qui voudrait parler, mais qui s'interdisent de parler, certains, et d'autres qui ont envie de dire du genre vos copains ils ont été assassinés, c'est bien fait. Et là du coup les autres n'osent plus parler. Et là je me dis il y a un problème, parce que il y a un gamin, des fois 10 ans, 11 ans, qui disent vos copains, ils ont été assassinés, c'est bien fait. Qu'ils le disent, c'est déjà pas mal. Mais après, faut laisser là, rester dans l'école, et de dire, maintenant, on va se parler avec les profs. Ou des fois, alors là, il y a au moins 5 ans, il y en a un qui lève le doigt. Ils étaient 500. J'avais demandé à réunir tous les... Et il dit, moi, j'ai une question à poser. Et tous les autres disent non, c'est le juif. Alors, je vais voir les profs. Il me dit, non, il est pas juif, c'est parce qu'il l'aime pas. Je me dis, mais attends, où je suis là ? Et c'est là où la démocratie est malade, c'est que quand je le dis à des journalistes, de dire, attends, il y a un putain de papier à faire, là, ils le font pas. Et c'est là où je souhaite, un jour, qu'il y ait une sorte de média culpa des médias, pour qu'on puisse se dire, là, on a peut-être loupé un truc, on aurait peut-être pu en parler un peu plus tôt. Mais c'est quoi notre rôle principal, un de nos rôles, il y en a plein dans le journalisme. Il y a évidemment les idées de les faire circuler, mais c'est en priorité souvent de témoigner de la réalité. Oui. Témoigner. Oui. C'est-à-dire que vous n'y êtes pas, moi j'y suis, et je vous rapporte comment c'était. Oui. Bon. Aujourd'hui, ce rôle-là, il est difficile. Oui. Pourquoi ? Parce que certains médias hésitent au nom de « on va pas mettre de l'huile sur le feu ». Parfois pour des bonnes raisons, de ne pas souligner effectivement les difficultés, de ne pas, même en rajouter. Bien sûr. Et c'est toute la difficulté de ce métier de journaliste. Et comme en plus, vous avez un journalisme d'opinion, quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, c'est-à-dire que Libération est dans un sens, Le Figaro est dans un autre, la neutralité des médias, elle n'existe pas, l'objectivité n'existe pas par définition, puisque choisir un sujet plutôt qu'un autre, c'est déjà un choix. Alors vous avez raison. Mais ce qu'il faut, c'est l'honnêteté. Moi je ne suis pas objectif, ça n'a pas de sens, mais je suis honnête. Moi qui ai travaillé pendant 50 ans au Monde, j'ai appris ce que c'était que de partager une opinion. Et je me souviens que moi j'aimais pas Sarkozy, mais j'étais d'accord avec sa loi contre la burqa. J'ai fait des dessins. Je peux vous dire que ça secouait au sein du journal. Or les dessins passaient. Et j'étais convoqué, je me souviens, à la cantine, par une nana qui s'occupait des religions et qui me disait « Attends, t'as fait ça ? Arrête avec la burqa, il n'y en a pas en France. » Je dis « Attends, sors un peu, va à Marseille, va à Creil. » Et elle ne voulait pas voir. Elle était minoritaire. Et mes dessins passaient. Et je pense que mes dessins, si j'y étais encore, moi j'ai passé 50 ans, ils passeraient encore. Mais c'est un combat. C'est-à-dire que vous avez en face de vous des gens qui sont un peu partagés. Et il y en a qui règlent le problème en disant on va pas mettre de dessin, comme le New York Times, ils ont réglé le problème, et on accepte d'avoir un emmerdeur, et ça c'est
je remercie le journal Le Monde, d'avoir un emmerdeur qui est à la une du journal et qui dit des trucs. Bon, des fois, on est en osmose parce qu'il y a quand même on est dans une famille. Comme vous êtes à Europe 1, vous êtes dans une famille. Vous êtes en gros d'accord sur beaucoup de critères, d'opinions. Et c'est une bonne chose. Et à la fois, on est en famille et on s'engueule en famille. Donc, faut accepter l'idée d'une famille où on se fout de temps en temps. Moi, je me souviens que le directeur me téléphonait, il me disait, mais arrête, quand je fais le chapiteau de l'Assemblée nationale et que je fais, et je continue à faire Marianne en train de s'envoyer vous savez, dans la frise, c'était suggéré. Je faisais Marianne qui était en train de s'envoyer qui était en train de se faire mettre par des députés. Il me disait, mais arrête, t'as pas 15 ans. Et moi, je veux que le dessinateur soit toujours un gamin de 15 ans, même si j'ai quand même, mon miroir me dit que j'ai un peu plus. Plantu est avec nous. C'est intéressant de vous écouter. Vous êtes là, évidemment, pour les 10 ans des attaques terroristes de janvier. Et d'ailleurs, le dessin dont vous avez parlé pour les 10 ans, il est sur un mur, et je remercie la mairie du 13e de m'avoir proposé de mettre ce dessin sur un mur, rue Vimoutier, dans le 13e arrondissement, et la fresque a été redessinée par un graffeur qui s'appelle Nilko, et c'est vraiment mon dessin qui est sur les murs. Et on écoutera, après le flash d'Émilie Dez, on écoutera Michel Catalano, qui était le gérant de l'imprimerie de Damartin en Jouel, qui a été otage des frères Kouachi. On écoutera également Marc Vériotte, qui était ancien membre du RAID, qui était il y a 2 jours avec nous et qui a lancé l'assaut de l'hypercachère Porte de Vincennes. Et puis vous reviendrez sur un sujet qui m'intéresse, média culpa, avez-vous dit. Est-ce que vous pensez que les médias ont une responsabilité sur la vie politique, sociale, sociétale, on appelle ça comme on veut, telle qu'elle se joue aujourd'hui dans l'opinion publique. Je vous remercie évidemment d'être avec nous. On va parler, on entendra bien sûr des témoignages des attaques terroristes, de ce qui s'est passé en janvier 2015, mais cet aspect des médias m'intéresse, votre regard en fait m'intéresse. Vous dites ce serait bien un jour que les médias disent où on s'est trompé ou fassent un média culpa. En quoi trouvez-vous que les médias, alors Europe 1 bien sûr, mais peut-être, alors les médias ça s'arrête où? Est-ce que les réseaux sociaux sont des médias? Sont responsables de l'atmosphère qui effectivement gangrène la société française? Alors moi je trouve que les médias, je vous ai donné l'exemple d'un endroit où je suis allé, je vais la plupart du temps, et je remercie les profs d'ailleurs, ils font un boulot formidable, la plupart du temps les profs ils font un boulot formidable avec les élèves, même quand il y a des pétouilles de temps en temps. Cela dit, quand ça marche pas, il faut que les médias le racontent. Or, ça fait des années que moi, je me souviens que j'avais bataillé. Il y avait c'était à l'époque de Plenel quand il dirigeait le journal, et c'était drôle parce que il y avait eu une somme énorme donnée au 93, des trucs comme ça. Et moi, je fais un dessin avec que des marches. C'est il y a 25 ans, dans les années 90. Et il y a Coq en stock, c'est des vendeurs de drogue. Tous les marchés se portent très bien. Les épiciers qui vendent de la drogue, d'autres qui vendent de la chenouf, des trucs comme ça. Et il me dit, mais attends, mais ça va pas, on dit le contraire. Je dis, mais attends, oui, d'accord, c'est bien de balancer énormément d'euros pour sauver le 93, mais il y a quand même des gros problèmes. Et il me dit, non, tu fais pas ce dessin-là. Alors donc, je me dis, mais attends, mais moi j'y crois. Hein. Et donc, au moment du 10h30, on a terminé le journal, on boucle le journal, BAT, il se rend compte que c'est le même dessin que j'ai mis à la une. Oh, mais ça, c'est la force d'une famille, comme ça, il m'a pardonné depuis. Mais j'ai eu un droit à un commissariat politique le lendemain. Ils étaient 10 à me dire, mais comment tu peux faire une chose pareille? Mais les dessins sont toujours passés. Et c'est un combat que j'avais à l'époque. Plenel est un militant. Mais oui, mais à la fois... C'est un journaliste. Attendez, il est plus militant, oui, je pense. Mais tous les dessins, l'exemple que vous me tous les dessins auxquels je croyais, ils sont passés. Et même j'avais Colombani à l'époque. Parce que c'est votre talent et votre personnalité. Colombani qui était corse. C'est un rapport de force. Il détestait tous mes dessins sur la Corse. À chaque fois, il me téléphonait, il me dit, qu'est-ce que tu as fait sur la Corse? C'est pas possible. Tous mes dessins sur la Corse sont tous passés. Et malgré vous n'avez jamais été censuré en 50 ans? Ah, jamais une censure du genre, ça tu n'y touches pas. Jamais, jamais. Qu'il y ait un dessin refusé, bien entendu. Mais un dessin refusé, oui, ils me connaissent, et même ceux d'aujourd'hui, Fenoglio, ils me connaissent par cœur. Quand je tiens un dessin, je le repropose 50 fois. Et à la 50e, ça marche.
Bon, en tout cas, je vous remercie d'être avec nous et vous êtes là évidemment pour parler des 10 ans des attaques terroristes de janvier 2015. Et je vous propose d'écouter Michel Catalano. C'est le gérant de l'imprimerie de Dammartin en Joël, qui a été l'otage des frères Kouachi. On est le 9 janvier 2015. Il était l'invité de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. Moi, j'ai pas cessé de les regarder dans les yeux, de regarder un peu comment leur émotion évoluait tout au long de notre conversation. Et ils m'ont dit, vous êtes juif, en me pointant la Kalachnikov avec une arme avec le doigt sur la gâchette, hein, parce que tout ça, évidemment, j'ai largement le temps de me remémorer toutes ces images. Oui. Et là, c'est un moment très, très, très difficile. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Et ça fait 48 heures qu'ils sont les hommes les plus recherchés de France. Il faut se rappeler ça. Hein. On les imagine un peu à gare et sur les nerfs. Dans les échanges qu'on a eus, c'est surtout qu'ils me donnaient. Moi, j'essayais de répondre le plus de façon neutre possible pour essayer d'être le plus calme possible. Vous avez peur pour votre vie, Michel Catalano, à ce moment-là? Alors, j'ai accepté tout de suite, quand j'ai dit à mon collaborateur de partir se cacher, j'ai accepté tout de suite que j'allais mourir, en fait. Et ça m'a permis d'avoir un calme que j'ai mis du temps à comprendre. Et surtout, je n'avais qu'une obsession à ce moment-là, c'est de tout faire pour pas qu'il trouve mon collaborateur. J'ai accepté tout de suite que j'allais mourir. Cette phrase, évidemment, ces expériences-là, qu'aucun de nous n'a eues, sont des expériences fondatrices, forcément, de la vie, puisqu'on sait comment on réagit devant une telle situation, alors qu'autrement, tant qu'on ne l'a pas éprouvé, c'est toujours difficile de savoir. On aimerait savoir qu'on réagirait bien. On aimerait. Qu'on ne sera pas lâche. On aimerait. Moi, je suis incapable de savoir qu'est-ce que je ferais dans une telle situation, et j'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Michel Catalano, c'est donc le gérant de l'imprimerie de Dammartin en Goël. Je vous propose à l'instant d'écouter Marc Vériotte. Il était avec nous il y a 2 jours. Il est ancien membre du RAID. Il était l'invité de notre émission mardi et il a raconté l'assaut de l'hypercachère Porte de Vincennes à Paris le 9 janvier 2015. Il fallait ouvrir violemment, très vite. Parce que un terroriste, ça tire 600 coups par minute, une Kalachnikov. Hein. Donc, ça veut dire que chaque seconde, c'est 10 coups de feu. Donc, on est pressé. La porte, quand on s'y attaque, il faut qu'elle s'ouvre très vite. Et on peut pas mettre des doses inconsidérées d'explosifs, parce que bon, déjà, techniquement, c'est pas parce que tu mets des grosses doses que la porte s'ouvre. On a réussi à ouvrir les 2 issues. Ça a attiré le terroriste vers nous. Il a tiré dans notre direction. Ça a permis à la colonne d'assaut du RAID de s'organiser sur la porte principale. Et bon, on a réussi notre assaut sans blesser aucun otage, ce qui n'était pas facile, quoi. Et puis autre témoignage, celui-là on va l'écouter en longueur, il est extrait du podcast Au cœur de l'actu que vous pouvez retrouver sur europe1.fr et sur notre application également Europe 1. C'est le témoignage de Sophie qui faisait partie des otages d'Amédi Koulibaly. Écoutez parce que c'est un témoignage là aussi saisissant. Koulibaly a posé une de ses armes automatiques et le jeune homme qui était en face de lui a pris le fusil d'assaut et a voulu lui tirer une balle, et lui il a été plus rapide, il lui a mis une balle dans la gorge ou je ne sais pas, à côté de nous, et le pauvre jeune homme est tombé. Il vous disait quoi, Koulibaly, pendant toutes ces heures-là, qu'il allait tous vous tuer? Si vous continuez comme ça, voilà ce que je fais. Maintenant, vous voyez de quoi je suis capable. Voilà, c'était clair. Mais en attendant, il faut aller chercher les autres. Donc, je me suis proposé. Et il me dit, toi, tu descends, tu vas les chercher. Et je dis, mais si j'arrive pas, vous allez pas tirer. Alors, il me dit, va les chercher. Donc, je suis descendue et j'ai dû enjamber ce pauvre jeune homme qui était en face, qui perdait du sang partout. Mais pour aller en bas. Pour aller chercher donc ceux qui étaient cachés dans la chambre froide. Oui, donc j'ai vu une personne qui était derrière une palette et je lui ai demandé, j'ai dit il faut remonter, je sais pas ce qu'il va faire un carnage. J'ai dit il faut remonter. Et donc les personnes au début ils étaient en lien avec la police, en téléphone. Il dit on est en lien avec la police, ils nous ont dit de pas bouger. Je dis vous plaisantez, il va descendre. Il sait très bien qu'il y en a. J'ai dit montez. Et du coup j'ai réussi. Dans la première chambre froide, ils m'ont entendu et ils m'ont écouté. Et il y avait, malheureusement, il y avait un père avec son enfant de 3 ans. Quand je dis malheureusement, parce que du coup, je me suis dit, j'ai fait monter un enfant de 3 ans, mais c'est une horreur. Et dans l'escalier, le papa du garçon est monté avec une
un extincteur. Et il commençait à la dégoupiller. J'ai dit, vous faites quoi là? Et il me dit, mais je dégoupille, je vais le mettre sur lui. J'ai dit, vous faites rien. Vous faites rien là. Il vient d'en descendre un devant moi, un autre. J'ai dit, vous faites rien. Je lui dis, vous prenez l'enfant, je vais le mettre devant et je vais lui dire qu'on avance et qu'il ne tire pas. Et ça s'est bien passé. C'est des témoignages évidemment absolument saisissants de cette jeune femme qui s'appelle Sophie, qu'on peut réécouter évidemment sur le site de... Europe 1.fr. Exactement.